messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La course contre la montre des élèves et enseignants. Après la suspension du mot d'ordre de grève à Ziguinchor, les parents sont invités à ne pas retenir les enfants malgré la précocité de la saison des pluies et les abris provisoires. L'implication de la première dame dans la résolution de la crise scolaire analysée dans ce 20h. Pendant ce temps, Pape Diop plutôt de Bokougiskis fustige l'attitude de certains intermédiaires dans les négociations. Et puis la colère des habitants et maraîchers de Tiendoum. C'est dans la commune de Diender, en sit-in ce matin. Ils dénoncent la privatisation de leur forage. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. À toutes et à tous. Après l'entente entre le gouvernement et le G6, certains professeurs se disent peu convaincus. Ils craignent encore un non-respect des engagements. Mais désormais, c'est la course contre la montre des élèves et professeurs pour terminer les programmes scolaires. Un sujet signé Cher Diop et Tierno Laurent Mendy. Le mot d'ordre de grève des syndicats d'enseignants levé. Au lycée Blaise Diagne, les cours ont repris. Babacar Diagne, professeur en sciences de la vie et de la terre, déclare être obligé de retourner dans les classes, même si c'est sans conviction. Bon, moi j'étais pour que la grève s'arrête, mais quand même dans des conditions beaucoup plus précises que celles que nous avons actuellement. Parce que des accords qui sont étalés jusqu'à 2020, alors qu'on avait déjà des accords qui ne sont pas respectés, moi vraiment je ne porte pas confiance sur ça. L'enseignant poursuit qu'il est difficile de rattraper les heures de cours perdues. Rattraper, ce n'est pas possible. Qu'on le veuille ou non, le temps que nous avons perdu, on ne peut pas le rattraper. Bon, maintenant, peut-être pour les troisièmes, il peut y avoir moins de problèmes parce qu'avec les troisièmes, on avait cherché à continuer les cours. Bon, respecter les mots d'ordre avec les autres classes. Mais quand ils disent qu'on peut rattraper ça, ce n'est pas possible. Abibatou Sarr est élève en classe de terminale. Pour sa part, plusieurs stratégies sont mises en place pour rattraper ces heures de cours perdues. Il y a des élèves qui ont posé un plan de travail pour faire des cours de rattrapage entre élèves. On va s'entraider pour juste se rattraper pour pouvoir faire les examens. Il y a aussi des polycopes qu'on a photocopiés pour distribuer aux élèves. Les professeurs et élèves rencontrés au lycée Blaise Diagne souhaitent que la crise scolaire soit un mauvais souvenir. À Ziguinchor, malgré la précocité des pluies et l'existence de nombreux abris provisoires, les parents sont invités à ne pas retenir leurs enfants. C'est ce que nous disent nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Le dénouement de la crise scolaire, un motif de satisfaction non seulement pour le corps de contrôle, mais aussi pour les parents d'élèves. Nous commençons à nous inquiéter par rapport au respect du quantum horaire et que vraiment nous nous réjouissons de cette levée du mot d'ordre qui permet aux élèves, aux enseignants de retourner dans les classes et vraiment d'assurer la continuité des enseignements-apprentissages. Rendons grâce à Dieu. Il faut s'en féliciter. Je crois que la lucidité, la conscience professionnelle, la solidarité, l'entente ont primé sur tout ce qu'il y a comme environnement scolaire. Quant au réaménagement du calendrier scolaire, il ne perturbera pas outre mesure les enseignements-apprentissages dans le département de Ziguinchor. Ici en Casamance, particulièrement dans la région de Ziguinchor, on sait qu'il pleut beaucoup et surtout, généralement, l'hivernage est précoce. Mais ça ne pose pas de problème, même s'il existe des abris provisoires dans quelques écoles. Parce qu'il y aura une organisation interne qui va se faire pour permettre, même en cas de pluie, aux apprentissages de continuer. Donc ça ne pose pas tellement problème. Toutefois, les parents d'élèves devraient laisser leurs enfants aller à l'école, même s'il pleuvait.
comme ça, c'est une recommandation que nous faisons. Je sais que déjà, tout le temps, il y a eu des assemblées générales des parents d'élèves dans certains établissements. Et je demande aux parents que quand il pleut, il faut qu'ils disent aux enfants, qu'ils permettent aux enfants, qu'ils accompagnent les enfants pour aller à l'école. Il faut qu'ils les incitent à aller à l'école. Ce n'est pas un handicap la pluie, ce n'est pas un handicap pour ne pas aller à l'école. Il faut aller à l'école. Les examens scolaires ne devraient pas non plus être perturbés malgré le prolongement de l'année scolaire. Et pour les examens aussi, le choix des centres va se faire en tenant compte de la possibilité qu'il pleuve. Ce qui veut dire que nous n'allons pas mettre ces centres n'importe où, mais même les classes d'examen où les élèves composent, nous les choisissons chaque année en tenant compte de la possibilité qu'il y ait des précipitations. En conséquence, nous allons choisir des salles sécurisées où nous sommes sûrs que l'examen pourra se dérouler sans aucun problème. Quoi qu'il en soit, dans des établissements comme ce collège qui est au cœur de la commune de Ziguinchor, les cours s'arrêtent dès les premières précipitations. Nous restons à Ziguinchor avec le recteur de l'université Assane Seck qui se félicite du dénouement de la crise scolaire. Il a fait cette déclaration à Ziguinchor lors d'une manifestation qu'il a présidée. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Magnan. C'est le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a de son initiative, qui a pris sa responsabilité pour renouer le dialogue avec les enseignants. Le président a pris sur lui de la hauteur. Il ne l'a pas fait pour qui que ce soit. Il l'a fait, c'est pour sauver l'année scolaire. Que ces élèves qui étaient dans la rue se retrouvent dans les salles de classe et puissent étudier correctement et terminer leur année scolaire. Donc le président a eu à faire des propositions. Nous félicitons le président de la République pour ce qu'il vient de faire avec les syndicats d'enseignants. Mais en même temps, nous n'oublierons pas de remercier ses bonnes volontés, ses ressorts sociaux. Justement, le président Pape Diop lui a fustigé l'attitude de certains intermédiaires sur la crise scolaire et accuse Macky Sall de ne pas respecter ses engagements vis-à-vis des enseignants. C'était lors d'un forum européen de Bokk Gis Gis à Paris. L'opposition sénégalaise en France suggère aux leaders de faire bloc, de faire face aux partis au pouvoir. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Kamara. Le Forum européen de Bokk Gis Gis a été l'occasion pour Pape Diop et ses acolytes de se pencher sur ce qu'ils considèrent comme des errements de l'État du Sénégal dans la crise scolaire. Et il avait dit que tous les accords qu'il signerait, ce seraient des accords réalistes et réalisables. Malheureusement, ce sont ces accords-là aujourd'hui qui font l'objet des débrayages des enseignants. Qui n'a pas respecté sa parole, c'est le seul président Macky Sall. Je dis donc, dans ces conditions-là, il y a deux partenaires en face. Ce sont les enseignants et le gouvernement. Les accords sont signés en bonne et due forme et aujourd'hui, qui ne les respecte pas, c'est le gouvernement. Donc l'unique responsable pour nous, c'est le président Macky Sall, c'est parce que c'est lui qui a été élu à la tête du Sénégal. Bougoul Mbaye, coordonnatrice de Bokk Gis Gis en France, a tendu la main aux autres partis de l'opposition. Le président Macky Sall a montré ses limites en plaçant le parti avant la famille avant la patrie. Le Sénégal n'est plus un modèle de démocratie. Si nous ne dressons pas face à un tel régime, l'élection présidentielle de 2019 nous sera confisquée. Pape Diop propose la création d'une banque pour les Sénégalais de l'extérieur. Cette banque sera gérée par les Sénégalais de l'extérieur eux-mêmes, que ce soit le conseil d'administration, la direction et tout le personnel. Les exposants ont dénoncé la gestion du régime de Macky Sall lors de ce forum, tout en faisant des propositions dans les domaines de l'éducation, de la justice et tant d'autres domaines. Puis l'implication de la première dame dans la résolution de la crise scolaire, Cheikh Oumar Sy de Boss Douniac salue mais estime que cela peut comporter des dangers. L'ancien parlementaire est d'avis que la place de nos ministres dans la crise peut être remise en cause. Pour Pape Maël Thiam, elle a félicité. Un sujet signé Al-Hassan Ba et Diafaraba. C'est salutaire, l'intervention de Mariam Faye Sall. C'est l'avis de Cheikh Oumar Sy, mais l'ancien parlementaire
émet des craintes. Tout revient au niveau du chef de l'État, tout revient au président de la République, mais aujourd'hui la première dame va être aussi un mur de lamentation pour les autres syndicats ou pour les autres porteurs de doléances, pour qu'elle puisse intervenir auprès du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on était dans un championnat, le président est en première division, la première dame est en deuxième division, le premier ministre est en troisième division et le reste du gouvernement est en quatrième division. Le ministre de l'Éducation, si c'est le président de la République et le premier ministre ou la première dame qui ont trouvé des solutions autour de cette histoire, ça veut dire qu'effectivement que le ministre de l'Éducation a subi un échec. Tant mieux si on a une première dame qui est sensible aux problèmes des Sénégalais, estime Maël Thiam, l'administrateur de l'APR, qui applaudit. S'il faut que la première dame intervienne pour d'autres secteurs également, pour que nous ayons une société paisible, ou que, alors tout simplement, que certains Sénégalais trouvent de l'emploi, ou d'autres, en tout cas, règlent leurs problèmes, mais je dis bien, tant mieux. Et le premier à se déclarer satisfait, c'est bien le ministre de l'Éducation nationale qui voit son département, en tout cas, débarrassé de certaines difficultés. Une situation nouvelle après la suspension du mot d'ordre de grève du G6. Cheikh Omar Sy pense qu'il faut repenser l'école sénégalaise. Il faudra, à travers les assises que la COSYDEP avait fait, l'enseignement, revenir sur la table et revoir tout le système éducatif et ne pas se limiter seulement sur l'indemnité. Mais aussi nous, en tant que parents d'élèves, nous avons pour devoir aujourd'hui de mettre la pression aussi bien sur l'État que sur les enseignants pour qu'ils relèvent le niveau de qualité. Le président de la République, qui du reste a encore une fois sauvé un secteur que nous avons trouvé très désorganisé. Plusieurs appréciations, observations après l'annonce dans la presse du rôle joué par la première dame pour la recherche de solutions dans la crise scolaire. Un coup réussi pour bon nombre. Ben non, on ne pouvait pas. À Richard Toll, des élèves des lycées ont barré la route nationale et brûlé des pneus pour exiger de meilleures conditions d'études. Selon les manifestants de la ville, le bus qui transportait les élèves des autres villages est en panne depuis des mois. Il donne un ultimatum de 2 jours aux autorités. Correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. À Richard Toll, les élèves du lycée ont barré la route nationale et brûlé des pneus. Nos conditions de travail ne sont pas les meilleures et on aimerait qu'elles le soient. Dans ce lycée, presque rien ne marche. Et quand je m'exprime de la sorte, c'est pour être poli. Et vous savez pertinemment qu'on ne peut pas obtenir de meilleurs résultats si les conditions normales ne sont pas réunies. Ces élèves de la ville sucrière exigent de meilleures conditions de vie dans le lycée. Selon ces jeunes, l'établissement scolaire souffre de plusieurs maux qui ont pour nom le manque de table-banc et de salles pratiques pour les séries scientifiques. Nous réclamons la construction immédiate d'un nouveau bloc comprenant des salles de classe pour player à cet effectif pléthorique dans les salles. Nous voulons qu'un laboratoire soit construit afin que les élèves des séries S puissent s'adonner à leurs pratiques scientifiques. Nous voulons une salle informatique fonctionnelle dans les plus brefs délais, dans un contexte où le numérique est incontournable. Ici, beaucoup d'élèves viennent des autres villages environnants pour allier la ville sucrière. Le bus qui transportait les lycéens et collégiens est en panne. Depuis plusieurs mois, la coordination a fait des pieds et des mains pour sa réhabilitation ou l'acquisition d'un bus neuf, mais la situation n'a pas évolué. De nombreux élèves allient le lycée de Richard Toll en faisant des kilomètres. De ce fait, nous exigeons la disponibilité d'un bus pouvant transporter les élèves. Le ratio élève, table-banc est largement en déséquilibre. Les élèves de la ville sucrière ont décrété 2 jours de grève et promettent de remettre ça mercredi prochain si les autorités éducatives de la région continuent la sourde oreille. Le Front social toujours avec la signature ce matin d'un protocole d'accord entre le ministère du Travail et les centrales syndicales sur le SMIC, le salaire minimum garanti. Il a connu une amélioration et son application est prévue pour juin 2018. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Ibrahim Diouf, le secrétaire général de la CSA, au micro de Mambiram Diouf.
c'est une rencontre qui vient couronner les négociations un peu que nous avons entamées sur certains points de cahier de doléances de 2017. Et sur ces points, il y avait une question fondamentale, c'est comment améliorer le SMIC. Le SMIC, c'est le salaire minimum garanti au Sénégal. Ça fait presque plus de 15 ans qu'il n'a pas subi une évolution. Beaucoup de pays de la sous-région étaient en deçà de nous, ils ont dépassé. Aujourd'hui, nous l'avons relevé pour augmenter un peu ce salaire minimum garanti et celui qui est aussi le salaire minimum garanti au niveau de l'agriculture. Et c'est cette évolution de ces deux éléments de salaire que nous avons conclu avec la négociation tripartite entre l'État du Sénégal, les employeurs et les organisations syndicales de travailleurs, les centrales les plus représentatives. Et aujourd'hui, c'était la signature officielle donc, de ce protocole d'accord. Eliman Diouf, secrétaire général de la CSA. À moins de 24 heures de la célébration du 1er mai, les centrales syndicales se préparent à célébrer justement l'événement. Le thème retenu cette année, tous unis pour des salaires dignes et décents. L'UNSAS et la CNTS-FC entendent bien jouer leur partition au niveau de leurs sièges respectifs. Tout est à fin prêt pour le grand jour. Un reportage signé Ibrahima Kane et Modou Diop. Au siège de l'UNSAS, l'heure est au dernier réglage, aux dernières consignes, à moins de 24 heures de la fête du travail. Même décor à la CNTS-FC, 6 à la Bourse du Travail, 2 centrales syndicales qui comptent bien sacrifier à la tradition. Au niveau donc de l'UNSAS, nous avons une manière particulière de préparer la fête du 1er mai. Nous, on ne centralise pas tout au niveau de la centrale de la Bourse du Travail. Nous préférons laisser les syndicats de manière autonome, préparer effectivement cette fête-là. La CNTS-FC, dans sa tradition de faire un défilé, fera une procession à partir du boulevard Général de Gaulle, angle rue 25, pour rejoindre la place où se déroulera le rassemblement, c'est-à-dire ce sera un meeting. La fête du travail, une occasion pour les centrales syndicales de commémorer dans la communion, mais également de porter haut leurs revendications. Pour cette édition 2018, leur principale préoccupation, la revalorisation du condition de vie des travailleurs. C'est une revendication qui est la revendication phare. Cela veut dire c'est-à-dire la question du salaire. Vous savez que le salaire aujourd'hui au niveau du Sénégal, en fait, couvre pratiquement toute une famille sénégalaise. Nous voulons un salaire digne du travailleur pour nous permettre effectivement de prendre en charge notre condition de vie. Notre confédération s'est inscrite dans la même dynamique que toutes les organisations composant de la centrale. C'est-à-dire, le thème de cette année, c'est unis pour des salaires dignes et décents. Cela veut dire un travail décent, les conditions de travail décentes, respect des dispositions des libertés syndicales. Entre autres revendications que la coalition défend dans le cahier de doléances de cette année. À l'instar du monde entier, le Sénégal va commémorer ce mardi la fête du travail, une fête qui sera marquée par de grands rassemblements et défilés, mais aussi la traditionnelle remise des cahiers de doléances au chef de l'État. Le groupe Futur Média de son côté a anticipé la célébration de cette fête du travail, mais dans la sobriété. C'était cet après-midi. Le directeur général, lui, a donné rendez-vous au personnel au mois de septembre pour les 15 ans du groupe Futur Média. Cher Diop Mardien pour plus de détails. Veille de la fête du 1er mai, le groupe Futur Média a marqué l'événement, mais dans la sobriété. La mort du bassiste Habib Faye à l'origine. Une minute de silence en la mémoire de feu Habib. Aucun discours prononcé par la direction générale, le groupe en deuil en ces moments. Le directeur général Mahmoud Ibra Kane donne rendez-vous au mois de septembre prochain. Le personnel qui a répondu présent en a profité
pour savourer les délices offerts par le groupe. Moment de retrouvailles également en dehors des bureaux, ce pour mieux consolider l'esprit de groupe. Cher Diop, le front social tendu ces dernières semaines, donc avant la célébration de la fête du 1er mai, la question qui se pose, les centrales syndicales jouent-elles vraiment leur rôle traditionnel? Si certains syndicalistes se sont abandonnés en pleine crise, les leaders de centrales qui soutiennent s'investir quotidiennement ne manquent pas. Un sujet signé Mambiram Diouf et Pape Sangone Mbaye. Font-elles figure de spectateurs? S'impliquent-elles vraiment dans le combat pour porter les revendications des syndicats dans un contexte où le Front social est en ébullition? Mody Guiro, Bakhaw Diong et Eliman Diouf, des leaders de centrales à qui ces questions sont destinées, répondent. C'est une vue de l'esprit que les gens mettent sur la table pour dire que nous n'accompagnons pas les travailleurs. Moi qui vous parle tous les jours, en tout cas je suis sur le terrain pour accompagner des organisations en lutte. Quand une revendication est posée et qu'il y a des affiliés dans les centrales, en tout cas c'est comme ça nous fonctionnons. Nous laissons la possibilité et l'autonomie aux organisations de suivre ces revendications et de se battre. Nous avons constaté cette absence. Nous ne comprenons pas pourquoi les responsables des centrales syndicales ne viennent pas quand même en appui aux autres qui sont en lutte. Et pourtant, reconnaissent-ils, ça aurait été mieux si les centrales unissaient leurs forces. Les syndicats pouvaient être plus forts. Les syndicats pouvaient être plus forts, plus efficaces s'ils n'étaient pas divisés. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Mais dans cette division, il faut que ceux qui ont la responsabilité de porter les revendications des travailleurs puissent l'exprimer. Malheureusement, il y a une concurrence parce que l'État a divisé pour mieux régner. L'État a divisé pour mieux régner parce que l'État a organisé des élections de représentativité qui n'ont pas encore abouti et que cet État essaie de privilégier les uns et laisser en rate les autres. C'est un ensemble de choses sur lesquelles la coalition a porté ses préoccupations et nous travaillons d'une manière unitaire avec un cadre technique où chaque centrale est représentée et c'est ce cadre-là qui permet de faire des négociations. Mody Guiro d'ajouter tout de même ceci. On a signé des accords avec les enseignants que nous saluons. Mais la stabilité de l'environnement global va reposer sur une nécessité absolue pour les partenaires sociaux, l'État et les autres, d'aller vers une discussion très sérieuse sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. La demande croissante des syndicats pour de meilleures conditions de vie et de travail est aussi une affaire des centrales que ces responsables disent défendre en privilégiant le dialogue. Autre aspect de l'actualité à présent, ce meurtre aux Parcelles Assainies à l'unité 22. La famille Gueye sous le choc après l'assassinat de Manta Gueye, un jeune homme âgé de 22 ans qui a été poignardé suite à une altercation au terrain de football. Plus de détails dans cet élément signé Chertidiane Dion et Modou Diop. À Parcelles Assainies, unité 22, villa 222, c'est la tristesse et la consternation chez les Gueye. Manta Gueye, poignardé par un jeune du même quartier. C'est au bout de 19h que ses amis sont venus me voir pour me dire qu'il a été poignardé au terrain de football des Parcelles Assainies. C'est par la suite que je suis allée à l'hôpital. Au total, 5 personnes appréhendées par la police. La famille réclame justice. Ils ont été arrêtés dans la nuit. Presque 2 heures après les faits. 5 personnes, oui. Poursuite judiciaire jusqu'à la fin. D'après cet habitant des Parcelles Assainies, l'insécurité règne en maître dans ce quartier. Il y a insécurité totale ici, à l'unité 22 des Parcelles Assainies. Il y a une bande de malfrats qui sème le désordre ici. On ne dort plus à point fermé. Nous interpellons vraiment les autorités à trouver solution à cette situation. Mamadou Gueye, plus connu sous le sobriquet de Manta Gueye, sera inhumé ce mardi au cimetière musulman de Yoff.
Tidiane John, 3 ans après les assises de Rufisque, les autorités municipales se sont retrouvées avec leurs partenaires pour dégager un programme d'urgence de développement de la ville, un plan qui nécessite une enveloppe de 95 milliards de francs CFA pour prendre en compte les préoccupations urgentes des populations. Là-dessus, nous écoutons les explications du docteur Omar Sissé, le président de la commission scientifique des assises de Rufisque, au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. Les assises de Rufisque qui ont produit le plan de développement urbain durable. J'ai eu l'insigne honneur d'être le président de la commission scientifique et du groupe des experts. La vision qui a été dégagée, Rufisque, une ville résiliente, au patrimoine valorisé dans un cadre de vie sain. Vous savez que dans ça, vous avez les 3 axes essentiels qui forment cette ville. Les 6 objectifs stratégiques. Le plan d'action prioritaire 2016-2020. Qui fait 95 milliards 57 millions, structuré autour de 27 lignes d'action, de 99 actions. Plurielles ces actions. Vous allez voir des actions institutionnelles qui consistent par exemple. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, Tchedem, un village traditionnel situé dans la commune de Diender, une zone maraîchère par excellence. Les habitants, justement, et les maraîchers de cette localité ont tenu en sit-in pour dire non à la privatisation de leur forage par l'État du Sénégal. Les détails avec Chiranta Diop et Seylatir. Tchedemsar, ce village traditionnel lébou, niché dans la commune de Diender, a été fondé depuis les temps immémoriaux. Aujourd'hui, dans cette paisible localité, les habitants sont confrontés à une décision de l'État de privatiser le seul forage du village réalisé par des partenaires américains pour confier la gestion à l'Office des forages ruraux. Et le forage n'a pas le même statut que les autres forages. Avec une superficie de 75 hectares, c'est un forage qui a été foré par les Américains dans le cadre d'un projet. Et l'État a décidé de récupérer ce forage pour privatiser ça, donner ça à des privés. Et nous ne sommes pas d'accord de cette décision-là. C'est pourquoi nous nous sommes regroupés aujourd'hui ici à Tchedem. Et le PIDC et le PSE qui s'est basé sur l'agriculture et l'accès à l'eau potable. Ici, au niveau de la commune de Diender, les 90% des populations n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'État veut privatiser ces forages-là. Mais comment tu peux réformer sans consulter les populations de base? Si l'État privatise l'eau, nous allons vendre nos terres et aller migrer ailleurs. Pour l'instant, les populations qui s'opposent à cette mesure disent être prêtes à y laisser la vie pour avoir gain de cause. Cela, nous ne sommes pas d'accord. Quitte à ce que l'État passe sur nos cadavres pour récupérer ce forage. Mais nous n'allons jamais au plus grand jamais accepter ça. Actuellement, c'est plus d'une dizaine de villages dans une zone maraîchère par excellence qui bénéficient de ce forage. La colère également des habitants du village de Danko. Ils sont descendus dans la rue pour dénoncer le fait que la piste en construction dans la localité contourne leur village. Ces habitants menacent d'ailleurs de bloquer les travaux. Les détails avec Ibrahim Madiamé et Oumar Ndiaye. Les habitants du village de Danko n'en rient pas, ils sont prêts à affronter les bulldozers et à aller se faire écraser par les tracteurs, disent-ils, si cette piste de production en construction qui doit relier la commune de Nganda et celle de Medinatoul Salam contourne leur village. Ils ont pris d'ailleurs d'assaut le site des chantiers pour exprimer toute leur colère et leur indignation. Je me nomme Abdou Sek, je suis résident du village de Danko. Ce qui nous fait mal au cœur, c'est le fait de prendre la route et de lancer la route hors des villages. Et ça, c'est pour quelle signification? Pour que la route ait une viabilité, il faut que la route passe dans les villages. Pour que les villageois puissent prendre en charge les défauts qui peuvent survenir dans l'avenir. Ils en interpellent le président de la République à qui ils demandent d'intervenir pour rappeler donc à l'ordre les tenants de ce projet. Vraiment, ça sera catastrophique. Parce que tous les villageois sont mécontents. Ils sont actuellement tous mécontents. Pourtant, nous sommes tous militants de l'APR, l'actuel régime. Nous sommes tous militants de l'actuel régime. C'est la raison pour laquelle nous supplions que Macky Sall nous vienne en aide pour que cette route-là ne sorte pas de la nationale. Que ça passe exactement là où la route était. Je ne peux même pas m'exprimer à cause de mon cœur là qui est en train de battre. Le maire de la commune de Danko, El H. Djimbe, qui dit n'avoir même pas été informé de la construction de ces pistes, manifeste tout son soutien aux populations de Danko. Il est inadmissible, déplore-t-il, de vouloir faire passer cette route dans la brousse en laissant de côté le village de Danko.
Retour à Dakar avec le procès de l'imam Aliou Ndao et ses co-accusés. Mactar Diokhane a fait face au juge ce matin. Son audition a duré d'ailleurs toute la journée. Le prévenu est resté constant dans ses réponses. Il nie toute implication dans des projets d'attentats terroristes au Sénégal. Aminata Mbaresso. Ce matin, c'était au tour de Mactar Diokhane de répondre aux questions du juge Samba Kane et du procureur. Malgré les nombreuses questions, souvent pesantes et même piégées, Mactar Diokhane est resté tenace dans ses réponses. Dans des réponses mitigées, dans des réponses mélangées souvent wolof et français, Mactar Diokhane n'a pas fui les questions du juge et même celles du procureur. C'est ainsi, l'accusé n'a pas manqué de livrer ses vérités. Pour Mactar Diokhane, l'oisiveté des jeunes, le sous-emploi au Sénégal sont les principales causes du départ de ces jeunes vers le hijra, c'est-à-dire aller à la recherche de mieux-être. Il accuse les autorités d'être les seuls responsables de cet état de fait. Pour ses voyages au Nigeria, Mactar Diokhane a indiqué qu'il était à Andak, un endroit où il tenait un dara avec internat. Au Nigeria également, il dit avoir rencontré le chef de file de Boko Haram, Shakau. Au Nigeria, il indique toujours qu'il était là-bas pour un contrat qu'il avait lié et qui consistait à enseigner le Coran. Mactar Diokhane, le présumé cerveau dans l'affaire de terroristes, a vraiment du cerveau. Durant toute l'audience, il a été constant dans ses réponses. Il nie toute supposée implication dans des projets d'attaque terroriste au Sénégal. D'ailleurs, à la diffusion de 2 audios tirés du téléphone portable d'une de ses épouses, il a nié les propos qui lui sont attribués. Dans cet échange téléphonique avec une autre personne encore inconnue, il parlait d'un projet qui nécessitait beaucoup d'argent, mais Mactar Diokhane dit que ces propos ne sont pas de lui. Pour ce qui est de sa relation avec Imam Aliou Ndao, Mactar Diokhane l'a férocement défendu. Pour l'accusé, les prêches de l'imam étaient pour lui des leçons de patriotisme. Ces prêches, dit-il, m'ont permis d'avoir une approche beaucoup plus positive sur les confréries au Sénégal. Le face-à-face entre Mactar Diokhane, le juge et le procureur de la République a duré toute la journée. Rendez-vous est pris mercredi prochain pour les questions des avocats de la défense. Un mot de santé avant de refermer cette édition. 3000 paires de lunettes pour les personnes atteintes de maladies des yeux dans la banlieue. C'était lors de la tenue des 4 journées de consultation offertes par le directeur de l'investissement et des financements extérieurs. Les détails avec nos correspondants en banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. La demande est forte. De longues files d'attente se sont formées devant les salles de classe transformées en salles de consultation pour l'occasion. Le trouble de vision fait des dégâts ici à Guédiawaye. Une raison assez suffisante pour relever le plateau technique de nos services ophtalmologiques et faire aussi et surtout accéder à la population aux soins sanitaires primaires. Ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui, c'est depuis les indépendances, avant même les indépendances, et chaque gouvernement qui est passé a fait de son mieux pour essayer d'améliorer la situation. Je pense que cela va aller crescendo. Le président de la République, en rapport avec le ministre de la Santé, est en train de prendre des dispositions, ne serait-ce que du point de vue politique, pour prendre des actes qui seraient dans le sens d'améliorer un peu l'accès des populations aux soins de santé primaires et aussi d'essayer d'élever les plateaux médicaux dans ce pays. Plus de 3000 paires de lunettes ont été offertes ces 2 derniers week-ends à Guédiawaye. Ceci, c'est faire de la politique autrement. Rester au contact et au service des populations, rôle premier de tout politicien, parfois foulé aux pieds par les élus et les nommés, regrette le directeur de l'investissement et des financements extérieurs. La majeure partie des gens qui font la politique dans ce pays le font pour eux-mêmes. Et cela n'est pas une bonne chose. Quand on fait de la politique, ce n'est pas de la jouissance, c'est un service au profit des populations. Ça, je voudrais le rappeler à l'attention de nos hommes politiques. Après Golfe Sud et Sam Notaire, une journée de consultation ophtalmologique sera organisée à Touba mi-mai.
Salif Sow, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, n'oubliez pas votre rendez-vous sport du lundi, sport à la une. Au revoir.